Elle était simple, elle était loyale camarade et elle était charmante. Elle réussissait dans un laborieux métier d'homme. Aussi, Hélène Boucher, qui ne connaissait point la vanité, battait-elle simplement des records du monde. J'ai 26 ans et je suis pilote depuis 3 ans maintenant. Le jour où j'ai posé le pied dans un avion, j'ai tout de suite su qu'il n'y aurait plus rien d'autre dans ma vie. Le vent, le bruit du moteur, la vitesse, c'est tout ça qui me plaît. Mais ce qui compte le plus à mes yeux, c'est d'avoir fait ça toute seule. Être une femme dans un milieu d'hommes n'est pas simple. Alors moi, j'ai décidé de leur prouver que je pouvais faire mieux qu'eux. Aujourd'hui, c'est mon dernier vol. Dans moins d'1 heure, mon avion va s'écraser. Je suis née à Paris le 23 mai 1908, du côté de Montparnasse, dans une famille de classe moyenne. Mon père Léon est architecte et ma mère Elisabeth est une épouse effacée. Nous ne sommes pas riches, mais nous ne manquons de rien. On me surnomme Léno. En fait, c'est l'anagramme de mon père Léon et de mon grand frère Noël. Je crois que ça a été une petite fille tranquille mais un peu espiègle, d'après ce qu'on en disait, qui était très vive. Et puis après, ça a été une jeune fille avec un côté un petit peu rebelle, en tout cas beaucoup de caractère, très déterminée. Cette image m'a bouleversée. La peur du feu, mourir brûlé. C'est la seule chose qui me terrifie vraiment. Et ça, je l'ai compris à cet instant. La Première Guerre arrive. Nous quittons Paris pour aller vivre loin des bombes, dans notre maison de famille à Boigneville en Eure-et-Loire. Je grandis entourée de garçons. Mes parents disent que je suis coquette et un peu hyperactive. Ce qui est sûr, c'est que j'ai une véritable passion pour la mode et la mécanique. J'aime décider toute seule. Et mon entourage a bien du mal à me suivre. Hélène, donne-moi la main. Non, je veux le faire toute seule. Hélène, donne-moi à la main, sinon papa va encore te gronder. Non, je veux le faire toute seule. Hélène! Moi, je crois qu'elle avait vraiment du caractère. Alors peut-être une partie du caractère de son père, d'ailleurs, puisque mon grand-père avait vraiment du caractère. Et c'est vrai que moi, j'ai retrouvé des correspondances de mon grand-père, parce qu'il écrivait beaucoup, des lettres toniques, on va dire. Il était assez percutant, on peut dire. Il ne mâchait pas ses mots. Elle est très bonne cette tarte. C'est la saison des framboises. Aujourd'hui, Hélène, elle m'a lâché la main au bord de la route. Quoi? Il était réputé pour être un homme assez difficile à vivre. Et puis, il y avait eu donc des petites frictions entre la fille et le père. Elle n'était pas soumise. En fait, pas soumise à l'autorité paternelle, surtout. C'était une petite fille que l'on peut qualifier de
très volontaire, mais très attachante parce qu'elle était curieuse, elle s'intéressait à tout, elle adorait les animaux et elle s'intéressait beaucoup à la mécanique, notamment la machine à coudre de sa mère, et puis plus tard, c'était la motocyclette de son frère qu'elle enfourchait allègrement. Et ma mère me disait, elle voulait absolument m'emmener là-dessus, et j'avais trop peur, j'ai jamais voulu. Oui, elle aimait bien ça, elle essayait de conduire aussi les voitures de sport et les voitures de course, oui, les voitures de son frère, elle aimait ça, oui. Depuis toute petite, je dévore la vie à 100 à l'heure. Je suis une touche à tout. Sport, musique, peinture. On pourrait croire que je suis sage, mais en réalité, j'ai bien du mal à tenir en place. La guerre est terminée. Une page se tourne et avec elle, celle d'une génération. Les femmes aspirent à une nouvelle vie. Elles rêvent désormais de plus de liberté et d'égalité avec les hommes. Elle était féminine, enfin les photos qu'on a d'elle, non, elle avait un côté féminin, c'était plus le caractère qui était bien trempé. Non, elle n'avait pas un look, on dirait, de garçon manqué du tout. Elle était très amie avec Dolly Van Dongen, la fille du peintre Kees Van Dongen, qu'elle avait rencontré au Collège Sévigné où elle avait fait ses études, et qui elle-même s'était lancée dans la haute couture. Donc les parents auraient certainement imaginé bien volontiers une carrière de ce type-là. À l'époque, les bonnes familles cherchaient à marier les jeunes filles aussi. Et puis je crois que c'était un sujet de tension aussi avec mon grand-père. Elle n'avait pas envie qu'on la marie à quelqu'un. Et ma tante était donc partie plusieurs mois à l'île de Wight apprendre l'anglais. Comme un accord en fait avec sa famille. Elle trouvait que c'était bien. Elle avait un désir d'émancipation. À la fin de mes études, je pars sur l'île de Wight. La traversée est difficile, la mer est forte et je n'ai pas le pied marin. Pendant quelques mois, je m'installe dans une pension familiale pour perfectionner mon anglais. Mes chers petits-parents, la vie ici est assez rude. La cuisine anglaise est plutôt mauvaise et la literie inconfortable. Peu importe, les activités ne manquent pas. Presque chaque jour, je joue au golf, au tennis et je pratique l'escrime. Miss Fletcher et Roberts nous lisent des romans de Dickens et de Pierre Loti. Elles ne comprennent pas tous les jurons de Loti sur les Anglais en français dans le texte. J'ai parfois du mal à ne pas pouffer. Je passe beaucoup de temps à travailler la grammaire et l'orthographe et j'aime ça. Dans une semaine, déjà, je quitterai l'île. Et même si j'ai hâte de vous retrouver, je dois vous avouer que la perspective de reprendre le bateau ne m'enchante pas. Je vous embrasse bien fort, Léno. Et puis quand elle est revenue de l'île de Wight, je dirais que les tensions s'étaient peut-être un peu apaisées entre le père et la fille. Et là, elle a commencé une vie, comme toutes les jeunes filles. Elle sortait un peu, sortir à l'époque, c'était jouer au tennis, faire du golf, elle jouait du piano aussi. Elle a été vendeuse, elle a fait tout un tas de choses dans son existence. Sans vraiment trouver sa voie immédiatement. Toi, t'es dans la lune, ma chérie. Père et mère m'agacent. Il est hors de question que je me marie. C'est parce qu'ils pensent à ton avenir. La plupart des jeunes filles sont engagées de nos jours. Et Jean Hubert. Il arrive demain. Avec Noël, on va le chercher au train de 7h. Alors je viens avec vous, je veux le voir. Noël. Il a fallu qu'elle attende 22 ans pour que, un jour, un des amis de son frère, qui était militaire et qui était pilote, meurt carbonisé dans son avion. Ça l'avait marqué énormément. Au regret de vous annoncer le décès tragique de Jean Hubert, accident d'avion hier matin, aéronef en flammes, aucun survivant. Veuillez présenter à la famille mes sincères condoléances. Elle avait, paraît-il, dit que c'était insupportable pour elle qu'il meure comme ça, jeune, et elle avait dit « je le vengerai ».
et je vais apprendre à piloter et je vais le venger sa mémoire. Et ça a été le phénomène déclenchant. J'ai convaincu un ami, Roger de Grésiny, de m'aider. Je veux faire mon baptême de l'air. Le bruit, le vent, les paysages, tous mes sens sont stimulés. J'ai l'impression d'avoir toujours été là. Nous rejoignons la piste. Roger guette mes réactions. Rien. Je suis incapable de parler. Roger doit être déçu. La voiture, ce silence. Je suis toujours là-haut. Le vent à nouveau. Je reprends mes esprits. C'est une révélation. Voler. C'est comme si j'avais toujours su, j'en suis sûre. Désormais, je ne veux faire que ça. Je pense que si Hélène Boucher ne dit rien, c'est pas parce qu'elle n'est pas intéressée, c'est au contraire parce qu'elle est suffoquée. Elle a trouvé sa voie. Et moi, en tant que petite fille, je me souviens d'avoir changé ma vision du monde. C'est-à-dire que vous avez 8 ans, tout le monde vous donne des ordres, tout paraît impressionnant, l'école, le truc, tout est grave, il faut obéir, il faut ceci, il faut cela. Et là, tout à coup, le monde, vous savez, cette espèce on appelle ça l'overview effect, cet effet surplombant qui vous permet de prendre de la distance et de se rendre compte que le monde est en fait très grand et que ces petites choses qui vous paraissent très importantes sont finalement peut-être pas si importantes que ça. Et là, elle vient de comprendre qu'elle a trouvé sa voie et que quoi qu'il arrive, maintenant, elle sera pilote. Donc, elle est pas dans l'émerveillement simple à dire « Ah oui, c'est super, c'est bien ». Non, c'est bien plus grave que ça. C'est-à-dire qu'elle vient de savoir quelle vie elle va mener. Et elle est en train de se demander, sans doute, comment elle va faire et de digérer elle-même un moment essentiel de son existence. Alors, elle a eu une chance extraordinaire qu'elle a su saisir, c'est qu'elle a rencontré à Orly Henri Farbos. Henri Farbos était un industriel de Mont-de-Marsan, dans les Landes. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, l'aviation, c'était aussi un sport tout à fait à la mode. Et donc Henri Farbos avait monté à Mont-de-Marsan l'aéroclub des Landes avec une école de pilotage. C'était un endroit assez chic. Et Farbos a offert une bourse et l'a proposée à Hélène Boucher. Hélène Boucher, évidemment, rentre à la maison en racontant ça à ses parents. C'était quand même un coup de tonnerre. Bon. Et finalement, c'est la femme d'Henri Farbos qui a convaincu les parents. Et a proposé même d'héberger Hélène Boucher dans leur famille à Mont-de-Marsan pendant la durée de son apprentissage. Mais une certaine admiration de la part des parents pour leur fille qui, tout d'un coup, avait une vocation aussi extraordinaire et puis des réticences tout à fait naturelles, puisque c'était quand même un sport extrêmement dangereux à l'époque. Et toutes les lettres qu'Hélène Boucher a envoyées à sa famille pendant son apprentissage à Mont-de-Marsan font part de ses soucis financiers. Bon, il fallait vivre au quotidien, il fallait payer le reste de l'apprentissage, donc ça n'a pas été facile. Ma chère petite mère et père, j'ai fait un très bon voyage. Monsieur et Madame Farbos m'attendaient à la gare avec une Citroën. Ils ont une maison immense de 2 étages et on m'a installée dans une grande chambre avec un cabinet de toilette. Le terrain d'aviation est à 2 km de la maison. Il est grand, pas bien beau, car il sert en même temps à l'entraînement de cavaliers. Plus je vole et plus j'aime ça. C'est véritablement passionnant. Nous sommes 7 élèves. Liodé, l'instructeur, est très content de moi. Aujourd'hui, j'ai fait mon premier atterrissage, toute seule. Formidable, épatant. Liodé en était sidéré. Il m'a dit que je travaillais sûrement en dormant.
Je vous remercie beaucoup de vos bons souhaits pour mes 23 ans. Il paraît que je fais des progrès impressionnants. Mes petits parents chéris, si vous étiez bien gentils, vous m'enverriez de l'argent. Toutes mes affaires sont bien moches. Ma jupe n'a plus de couleur et mes chaussures de sport en morceaux. Bref, la purée. J'ai maintenant terminé mes épreuves de brevet. Il paraît que j'ai fait tout cela d'une façon extraordinaire qui laisse tous les gens assez étonnés. Ne crois pas que je me vante, mais je suis naturellement surprise d'être encensée tout d'un coup de cette façon. Adrienne Bolland, la première et meilleure aviatrice française, est venue faire une exhibition. Elle m'a fait des compliments sans fin. Elle dit partout qu'elle n'avait jamais vu une femme piloter pareillement. Il paraît que si je le veux, j'ai la plus brillante des carrières de pilote devant moi. À ce moment-là, de toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes en train d'apprendre. Elle est toute jeune, rien n'est vraiment difficile. Ce qui est intéressant, c'est la patience, c'est la façon qu'on a d'écouter. Et elle a ce tempérament qui veut déjà tout bouffer, qui veut aller vite. Hein. Et c'est bien, on en avait besoin au début de l'aviation. C'est tous ces gens-là qui ont fait cette histoire incroyable qui met la France en première position. Mais une fois qu'elle s'est retrouvée avec son brevet de pilote, c'est pas avec ça qu'on gagne sa vie, puisque son brevet de pilote lui permettait de piloter, mais pas de transporter des passagers. Il fallait ce fameux brevet de transport public, donc il fallait accumuler un certain nombre d'heures de vol, avoir l'expérience du vol de nuit. Et pour ça, elle s'est acheté un premier avion. Elle s'est rendue compte que si on voulait progresser dans cette carrière, il fallait se faire connaître. Pour financer mon projet, j'ai dû convaincre mes parents et ma meilleure amie, Dolly, de miser sur moi. J'ai trouvé un avion pas trop cher en Angleterre. C'est un Avro. Il n'est pas très beau, mais j'ai enfin un avion à moi. En tout cas, il est en excellent état, avec un moteur tout juste révisé. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'elle provoquait, partout où elle passait, un immense mouvement de sympathie. Et ça, c'est un peu mystérieux. Lors d'un rallye Cannes-Deauville, son avion tombe en panne à Prémery, du côté de Nevers dans la Nièvre. Il y a des gens qui accourent, on va chercher un mécanicien, on essaie de réparer le moteur, l'avion repart, catastrophe, le moteur s'arrête en plein décollage, ce qui est la pire des situations pour un pilote. Elle s'est posée en catastrophe droit devant, parce qu'il ne faut surtout pas tourner quand on a une panne moteur, sinon on décroche. Donc elle s'est posée droit devant, mais il y avait un bois de peuplier juste avant le champ qu'elle visait, et elle est rentrée dans les peupliers, et l'avion était complètement, pas en miettes, mais enfin, il était très abîmé. J'ai renvoyé l'Avro en Angleterre pour le faire réparer. J'ai dû craquer ma tirelire de nouveau, et je le récupérerai dans quelques semaines. Sur les conseils de deux de mes amis pilotes, Kodos et Robida, je décide de me lancer dans un raid solitaire, le Paris-Saigon. Mais enfin, il fallait quand même en avoir dans le ventre, à l'époque, pour faire un raid pareil. Hein. Avec le froid, il n'y avait pas de cockpit, c'était juste un petit pare-brise. Et il fallait être équipé ultra chaudement. C'était pas évident du tout. Puis le fait d'être torpédo, on était quand même la tête à l'air, avec des lunettes. C'est pas comparable. Hein. C'est presque comme une voiture décapotable et une voiture de luxe. Voilà, c'est un peu ça. Elle a aussi fait des démarches auprès de sociétés pour se faire de la publicité. Et quand elle est partie, elle a réussi à obtenir un contrat avec les Champagne Pommery et qui ont mis leur logo sur un des côtés de l'avion. Un deuxième contrat avec la Foire de Paris. Donc elle a négocié pour avoir des sommes, on va dire, suffisamment importantes pour financer son voyage. Je suis prête et mon avion aussi. Il ne me manque alors que l'argent. Encore et toujours. Le ministère de l'Air français refuse de financer mon raid au titre que mon Avro est un avion anglais. Je décolle du Bourget. La place passager a été remplacée par un second réservoir. J'ai donc une grande autonomie, mais en cas de crash, c'est l'explosion assurée.
Le temps est calme jusqu'à Rome. Jusqu'ici, je connais. Impossible de passer par la Méditerranée pour rejoindre Rome. Les autorités fascistes ont interdit le survol des côtes. Il fait froid, le vent est fort. J'atterris à Pise pour la nuit. Journée fraîche. À 12h30, un bruit inquiétant sort du moteur. Je me pose à Cervaro pour changer le joint d'échappement et je remets le cap sur Naples. Les Italiens sont très chaleureux. Pas de données météo, je reste à Naples. J'ai vu le Vésuve, formidable. Direction Corfou. La météo est mauvaise, beaucoup de brouillasse. Je mets le cap sur les côtes grecques. Pluie battante après Corinthe. Je me pose à Athènes à 16h20 avec à peine 1h30 de réserve de carburant. Tempête. Je reste à Athènes. Emplette et coiffeur. Direction Alep. Là-bas, des mécaniciens resserrent des boulons d'échappement. Cap vers Bagdad. Je suis l'Euphrate. Brume, vent fort, ça secoue. À Abou Kemal, bruit bizarre, puis vacarme du moteur. Je me pose en catastrophe à Ramadi. Le risque de poursuivre le raid avec un moteur fragilisé est trop grand. Je décide de mettre fin à l'aventure. L'idée de la panne, ou l'idée du gros ennui, elle doit faire partie de votre environnement. Quand on monte dans un avion, nous on a un parachute, je regarde toujours. Je dis toujours la poignée est là, le truc est là, je sais, si je pars, tac, je lève ça. On doit être prêt à ça, on doit être prêt à renoncer. Et ces fois-là, elle a justement très bien réagi. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir un bruit anormal, elle se dit, ça, on a envie de continuer. Mais elle s'arrête avant que l'avion la lâche dans une situation où elle ne pourra plus s'en sortir. Et en fait, une des grandes leçons de l'aviation, c'est la modestie, je veux dire, c'est l'humilité, c'est pas un manque de modestie, c'est l'humilité de se dire, ben, ça passe pas, je peux pas le faire, il faut arrêter. Elle a réussi à faire rapatrier son avion à Bagdad et les Anglais se sont gentiment proposés, les Anglais de la RAF, pour réparer son avion. Ça a pris un temps fou et les Anglais, manifestement, faisaient tout pour torpiller son raid. Le moteur a été très mal réparé, les cylindres étaient revissés de travers. Bon, donc elle s'en est aperçue et elle a fait appel à une autre compagnie pour remettre en route son moteur. Ces cochons de la RAF m'ont fait rater mon voyage. Quand je pense que si je n'avais pas eu affaire à ces salauds qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour m'empêcher de continuer, je serais maintenant en train de revenir de Saïgon. Enfin, c'est comme ça. Les Anglais ont été charmants, mais sournois en quelque sorte. Et quand elle est partie, elle a envoyé une lettre qu'elle a écrite au commandant anglais de la base de la RAF qui avait si mal traité son avion, qu'elle le remerciait très chaleureusement pour toute l'aide qui lui avait été apportée. Et elle ajoutait qu'elle souhaitait évidemment que si un pilote anglais un jour était en difficulté en France, il serait aussi bien traité qu'elle l'avait été à Bagdad. Elle est rentrée en France sur un demi-échec, mais comme la presse était là dès le début, avait suivi son raid, on avait des nouvelles régulièrement, et finalement ça a certainement aidé à sa notoriété. Cela dit, une fois rentrée, un peu dégoûtée de cet avion, elle l'a ramené à Croydon en Angleterre, et elle a demandé à celui qui l'avait vendu de bien vouloir se débrouiller pour le revendre. Elle souhaitait être débarrassée de cet avion maudit. Elle a une succession d'échecs les uns derrière les autres. Elle les supporte. Et en fait, c'est peut-être là qu'elle est très grande. Et c'est là qu'elle prouve qu'elle est une aviatrice hors pair et qu'elle fait partie de ce qui a fait toute la folie de ses débuts de l'aviation. C'est qu'elle tient le coup dans l'échec. C'est extrêmement important. Et c'est les 12 heures d'Angers qui vont la remettre à flot. Mais elle fait partie de cette race des gens qui ne se laissent pas abattre, quelle que soit la difficulté. On tient le coup, on recommence. J'ai à peine 25 ans et cette aventure m'a profondément changé. Je revends mon avion à celui qui me l'avait vendu pour un prix dérisoire. Je n'ai donc maintenant plus d'argent et plus d'avion. Je dois absolument trouver une solution pour continuer à voler.
Maillet, un de mes amis pilotes, va alors me présenter Pierre Mauboussin, le fils du célèbre joaillier. Il se lance justement dans l'aviation. Il me confie un petit avion de 40 chevaux pour courir aux 12 heures d'Angers. Une fois qu'elle a réussi à rentrer dans ce milieu qui était majoritairement masculin, elle était considérée comme l'une des leurs. Hein. Et elle était très appréciée pour son courage, parce qu'elle avait un courage phénoménal. Tous les grands pilotes de l'époque sont sur la ligne de départ. Avec mon petit Mauboussin 40 chevaux, je ne fais pas le poids. Eh bien, dès son arrivée à Angers, elle a senti qu'il était nécessaire de reconnaître le parcours, ce qui était assez rare à l'époque. C'était un triangle qui faisait une trentaine de kilomètres. Bon, le décollage, la montée à l'altitude de croisière, la prise de vitesse, et on passe la ligne de départ. Et à partir de là, il faut déjà regarder le plus loin possible pour éviter de faire des micro-zigzags. Si j'ai repéré le but de très loin, je n'ai pas d'écart de cap, je gagne quelques dixièmes de seconde. Ensuite, il va falloir se poser, donc forcément diminuer la vitesse, se poser le plus court possible pour aller à la pompe, ravitailler avec une équipe solide qui est en phase avec son pilote. C'est la même chose exactement qu'au 24 heures du Mans. Et repartir immédiatement. À la différence des autres équipages, elle s'est embarquée avec une amie, mais qui n'était pas pilote. Donc elle était seule à piloter. Et quand on l'a vue décoller avec sa passagère qui ne pilotait pas, ça veut dire qu'elle allait piloter, elle, pendant 12 heures sans arrêt. Tout le monde pensait qu'elle n'irait jamais jusqu'au bout, évidemment. Or, elle a terminé l'épreuve, à la surprise générale, mais c'était la première femme qui terminait l'épreuve. Et elle a eu un véritable succès. Elle avait préparé le terrain pour la course de l'année suivante. Après 1645 km, j'arrive en 14e position. Michel Destroyat, le maître de la voltige qui faisait aussi partie de la course, me remarque. J'en profite pour lui demander de m'initier à la voltige. Destroyat me teste sur l'aéroport de Villacoublay. Il m'embarque pour un vol de 25 minutes. Il enchaîne looping, tonneau, renversement, vrille, chandelle. Je ressors de l'épreuve le sourire aux lèvres. Destroyat est bluffé et propose de débuter les cours dès le lendemain. Mais ce sera pour le surlendemain, car j'ai déjà prévu quelque chose. Elle était partie avec un équipement grand froid, puisque à cette hauteur-là, 5900 mètres, il fait moins 20 ou moins 30 degrés. Je bats le record d'altitude féminin sur un monoplace léger de moins de 450 kg à 5900 mètres. Cette fois, vu que mon avion est français, le ministère de l'Air me soutient. Dès le 3 août, je commence la voltige. Je pense qu'Hélène Boucher, à ce moment-là, elle a envie qu'on la connaisse. Ça fait partie de son... Elle a envie d'être connue. Et la voltige aérienne, c'est quand même, allez, disons le cadre noir, c'est à l'aviation ce que le cadre noir est à l'équitation. C'est quand même le nec plus ultra du pilotage. C'est formidable, c'est relativement gratuit pour un pilote civil. Dès que la voltige a commencé, on s'est rendu compte que c'est très utile pour les militaires sur le plan opérationnel. Elle le fait pour participer à des joutes, pour participer à ce qui serait maintenant nos championnats, pour montrer la qualité de son pilotage. Mais c'est la même chose, ça va être fait très vite. Destroyat va dire, oh, c'est formidable, elle a une bonne patte. Une bonne patte, ça veut dire elle a un pilotage souple, agréable, elle voit bien. La voltige, c'est quelque chose où il faut voir dans l'espace. Vous voyez si vous êtes incliné en haut, pas en haut. Se retrouver dans l'espace, c'est indispensable. Mais ça demande aussi énormément d'expérience, de travail, et elle va le faire. Elle va accepter ce jeu-là, elle va travailler autant qu'elle peut. Et Destroyat, à l'époque, est le meilleur ou un des très grands. Donc elle a effectivement les leçons qui vont bien et elle accepte absolument de retravailler. Elle le fait pour faire quelque chose de nouveau. Et puis, la voltige, ça vous donne une certaine sécurité. Si vous vous retrouvez dans des situations difficiles, si vous êtes un pilote de voltige, justement, comme ça lui est arrivé quelquefois, eh bien, vous avez moins peur parce que vous savez tellement dominer une machine. C'est un sport de maîtrise. C'est celui qui va vous donner le pouvoir sur l'avion. C'est-à-dire, c'est un Pégase récalcitrant, un avion.
Mais plus vous le connaissez, plus vous le tenez avec vos rênes à rênes courtes, plus vous savez que s'il y a un gros pépin, eh bien, vous avez plus de chances de vous en tirer. Je dirais que le vol traditionnel, quand vous apprenez à piloter, c'est très bien, vous apprenez toutes les bases et tout. Et puis, arrivé à un moment où vous avez un certain niveau, et ben vous avez envie d'évoluer parce que vous vous dites qu'il y a d'autres choses à faire. Parce que quand on arrive à un certain niveau, c'est vrai que le petit tour de piste traditionnel, je ne veux pas dire qu'on s'en lasse, c'est pas vrai, mais on a envie de voir autre chose et de perfectionner. 4 semaines après le début de mon apprentissage, Detroya me présente dans un double duel de voltige. Detroya contre Fiesler et moi face à la légendaire Vera von Bessing. La compétition est rude. On est en octobre 1933, à un duel entre la France et l'Allemagne. C'est sérieux. Pierre Cotte, le ministre de l'Air, est venu me soutenir en personne. Je ne remporte pas le duel, mais à cette occasion, Detroya dira que dans quelques mois, je serai la meilleure acrobate au monde. Avec la voltige, je retrouve le goût de la vitesse, ce que j'éprouvais sur la moto de mon frère. La vitesse est un peu l'aspiration de l'entre-deux-guerres, l'emblème des années folles. Grâce à Detroya, je rencontre l'ingénieur Albert et je me retrouve en rendez-vous face au célèbre Louis Renault. Vous connaissez assurément la célèbre pilote Maryse Hills. Elle a déjà un beau parcours et une grande expérience dans le domaine de l'aviation. Nous envisagions de l'embaucher comme pilote pour la promotion de notre Caudron Rafale. C'est l'avion le plus performant qui existe, mais c'est aussi le plus délicat à piloter. C'est un avion pointu et conçu pour dépasser toutes les limites. Notre ingénieur, M. Albert, suit vos nombreuses prouesses depuis un certain temps. Mademoiselle Boucher, nous allons faire une proposition. Accepteriez-vous de voler pour nous sur le Caudron Rafale et d'en assurer la promotion? Après tout, si un enfant ou une femme est capable de le piloter, cela signifierait que tout le monde le peut. Oui, j'accepte, mais à une condition. Je ne veux personne avec moi. Je le piloterai seule. Entendu. Pour autant, Renault ne perdait pas le sens des affaires, puisque quand elle a signé son contrat chez Renault, elle touchait par mois 2200 francs, alors que les hommes touchaient le double. Je signe un contrat chez Caudron Renault. On m'offre alors le dernier modèle des voitures de sport. Je deviens en quelque sorte l'égérie de la marque. Un an après les 12 heures d'Angers, l'écurie Renault m'inscrit de nouveau à cette compétition. Cette fois, j'ai un Caudron Rafale, un avion d'une puissance redoutable. D'abord, cette fille, c'était une gagnante. Dans sa tête, elle partait pour gagner. Et ça a été une constante de sa vie. Première opération importante, ça a été une participation aux 12 heures d'Angers 1934. Elle avait participé en 1933 à bord de son petit Mauboussin. Là, il va à bord d'un avion d'un tout autre calibre. Par contre, elle travaillait avec une machine qui allait beaucoup plus vite. Rien de très compliqué, mais parfaitement nouveau, surtout à cette époque.
À l'occasion de ces 12 heures d'Angers, elle avait battu plusieurs records de vitesse, notamment sur 1000 km sur avion léger. Ma passagère est Marie-Louise Becker. Elle n'est pas pilote. Je pilote donc à nouveau seule pendant ces 12 heures. Tous les autres participants, eux, sont en binôme pour piloter. Tous les concurrents de ce genre d'épreuve, qui étaient mondialement connus, étaient tous de très 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 haut niveau. Donc seconde dans une telle épreuve, c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Surtout pour une fille qui volait depuis 2 ans ou 3 ans. J'arrive deuxième. Je suis épuisée mais heureuse. On me porte en triomphe. C'est merveilleux. Et on dit même que Hélène Boucher a réussi à tirer un sourire à Louis Renault, ce qui, tous ceux qui le connaissaient peuvent le dire, était une performance. Elle n'était pas particulièrement attirée par ces démonstrations. Elle les a subies avec le sourire, bien sûr. Ça prouve l'élan populaire qui s'est immédiatement porté sur celle que la France appellera une jeune fille de France. La première particularité du Caudron, quand on voit la maquette, c'est que tout ce qui peut résister à l'avancement, que l'on trouvait sur les autres avions, a été éliminé. Les ailes sont en forme de triangle, parce qu'on s'est aperçu, les aérodynamiciens se sont aperçus que cela donnait une meilleure performance. Le profil d'aile, ce qu'on appelle le profil d'aile, c'est-à-dire la coupe de l'aile, était un profil fait pour la vitesse. Ensuite, vous voyez que le pilote qui est à l'arrière ne voit pratiquement rien devant, parce qu'il y a cet immense capot qui cache la piste devant. Donc, toute une série de petites choses qui font que l'avion n'est pas à la portée d'un débutant. Avec cet avion, je vais réaliser mes rêves. Riffard, l'ingénieur de Caudron Renault, a mis au point un nouveau modèle, le C450. C'est un avion 6 cylindres et de 300 chevaux, un vrai bolide. Elle s'est lancée dans des records de vitesse absolue. Alors, le principe était qu'il y avait sur la piste d'Istres, il y avait 2 pylônes qui avaient été installés et on tournait autour de chaque pylône de telle sorte que, comme il y a toujours du vent, dans un sens, le vent peut augmenter légèrement la vitesse, mais comme on revient dans l'autre sens, ça la réduit légèrement et on faisait la moyenne. Le 8 août, je m'élance sur la piste. Tout a été minutieusement préparé. Après 2 heures de vol, je me pose. Je viens de battre le record de vitesse sur 1000 km avec une moyenne de 409 km/h et le record féminin sur 100 km avec 412 km/h. Et pourtant, je trouvais que ça n'avançait pas. Je redonne rendez-vous à l'équipe 2 jours plus tard sur la même piste. Je peux faire mieux. Le 10 août, l'avion a reçu quelques ajustements. La météo est bonne, mais le Rafale, avec son long capot, m'empêche de viser correctement devant moi. On n'y voit rien. Tout le monde me félicite. Je viens de battre le record féminin de vitesse avec 428 km/h. Ça ne me convient toujours pas. Je suis furieuse. Je refuse d'être homologuée car je sais que je peux encore faire mieux. Je recommence. L'équipe retient son souffle. Quand on est assis à l'intérieur du Rafale, on a juste les yeux au ras du capot. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit le capot. Dans l'axe de l'avion, on ne voit que le capot. Et elle a demandé, pour sa dernière séance, que l'on trace des lignes blanches de chaque côté, que l'on mette des fumigènes au bout. Et elle était donc capable de piloter droit vers le pylône en regardant sur le côté. Et c'est comme ça qu'elle a gagné encore quelques kilomètres/heure. Donc elle a battu toute une série de records. J'ai atteint ce que je voulais. J'ai battu le record des hommes. Moi, la jeune fille de 26 ans,
Je suis l'être humain le plus rapide de la planète. Elle a immédiatement été baptisée par la presse la femme la plus vite du monde. En 1934, à la veille de sa mort, elle était célèbre, elle était riche, elle avait son indépendance financière, elle s'habillait chez les plus grands couturiers, chez qui elle dépensait des fortunes, on peut le dire. Tout allait bien pour elle, elle avait obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire l'indépendance financière. Et c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'elle souhaitait depuis le début, ne dépendre de personne. Elle a milité aussi pour le droit des femmes, puisque les femmes ne votaient pas à l'époque. Et elle a participé à quelques réunions. Bon, ce n'était pas son objectif principal, mais enfin, elle s'y est beaucoup intéressée. Elle a participé à des réunions publiques, notamment à Bordeaux à l'initiative de Louise Weiss, qui était une grande féministe, pour réclamer le vote des femmes. Donc c'était quelque chose d'un peu personnel. Elle voulait pouvoir agir comme un homme, mais elle voulait aussi que les femmes aient des droits, notamment politiques, identiques à ceux des hommes. Bonsoir, mesdames. Ce n'est point l'aviatrice qui parle. L'aviatrice parle peu. Mais la femme aviatrice qui essaiera de vous dire en quelques mots le manque d'équilibre qui existe entre la situation d'un aviateur et celle d'une aviatrice. Un record est battu par l'une d'entre nous, et nous savons que ceux qui sont des nôtres partagent la joie de notre réussite comme ils auraient compris la douleur d'un échec. Mais ceux qui nous jugent de haut, de beaucoup plus haut, se seraient peut-être réjouis davantage d'un succès qui n'aurait pas été un succès féminin. Pourquoi ? La réponse est facile. Il ne faut pas faire une trop grande place à la femme. Et pourtant, le monde a évolué. Il y a tout de même une différence entre un Rafale et un char à bœuf. Nous pilotons des Rafales, mais nous restons des mineurs comme au temps des chars à bœuf. J'ai fait, il y a quelques mois, une démarche pour faire partie d'une association qui, le cas échéant, apporte au personnel navigant de l'aviation une aide parfois si nécessaire. Ma candidature a été repoussée. Les statuts de l'association ne prévoient pas de candidat de sexe féminin. J'en appelle au témoignage d'Adrienne Bolland, de Maryse Bastier et de toutes celles qui aiment et pratiquent l'aviation. Sommes-nous, plus que nos camarades masculins, immunisés contre les risques d'accident et tous les risques de l'air ? Oui, féministes, nous le sommes parce que féminisme est synonyme pour nous de justice et d'équité. Nous savons que ces deux mots résument au fond le but que vous poursuivez. Comment le point se rallier à vous ? Dans cet esprit, elle voulait être tout à fait indépendante. Elle voulait dépendre de personne, même pas d'un mari, manifestement. Et quand on dit que c'est une femme d'affaires, c'est aussi qu'elle voulait assurer son indépendance financière et puis se donner les moyens de continuer sa carrière de pilote. Ma chère Dolly, nos conversations me manquent. Je n'ai plus le temps pour rien. On me sollicite en permanence et je sens que mon temps est désormais compté. Comme le dit mon ami Mermoz, en choisissant notre métier, nous avons choisi notre mort. Je sais qu'elle était restée 2 mois sans s'entraîner sur l'avion, puisqu'elle avait été faire un meeting avec Detroit. Elle devait le présenter le lendemain, à la demande de Renault, elle devait le présenter à un groupe suisse, je crois. Il y avait des
des enjeux financiers. Hein. C'était des acheteurs étrangers qui devaient venir acheter cet avion-là. Donc elle s'est sentie obligée quand même d'aller s'entraîner. Alors il y a peut-être ce petit problème de manque d'entraînement. Hélène est sous pression parce qu'elle va avoir une présentation à faire. Je sais ce que c'est en tant que compétitrice de se dire il faut absolument que je sois bonne. Elle veut absolument voler parce qu'elle ne connaît pas bien cet avion, que c'est un nouvel avion difficile. Et malheureusement, c'est le mois de novembre, il ne fait pas beau du tout. Et puis, je pense, je ne voudrais pas être négative, mais que dans sa présentation, elle avait perdu un petit peu la main. Plusieurs personnes lui disent, mais tu sais, il fait vraiment franchement mauvais. Mois de novembre, c'est très souvent qu'on n'a pas envie, c'est à moitié accroché dans les arbres. En fait, il ne faut pas y aller et on va essayer de la dissuader. Mais, têtue comme d'habitude. On lui avait déconseillé de partir, mais bon, elle était suffisamment bonne pilote pour passer outre. Elle a décollé, elle a fait un tour de piste. Elle va quand même voler. Et puis, en fait, je pense qu'une fois en l'air, elle a dû se dire oh non, ça c'est pas très bon, je reviens très vite, parce qu'elle est revenue assez vite pour se poser. Un peu trop long, parce que sûrement aussi sous stress, en train de se dire c'est quand même pas terrible. Et comme elle était dans le brouillard, la nappe de brouillard se déchire et elle s'aperçoit qu'elle est beaucoup trop long, comme disent les pilotes, c'est-à-dire qu'elle est au début de la piste, elle est quasiment au milieu et qu'elle ne pourra pas s'opposer sans s'écraser dans les arbres à la fin de la piste. Donc, elle fait un virage très prudemment. Elle a remis les gaz, elle est repartie, elle en a fait un deuxième. Et avec les volets sortis... Il y a effectivement ce qu'on appelle les volets d'intrado, qui sont des espèces de petits volets qu'il y a au bord des ailes. Donc on descend quand on veut atterrir et qu'on replie, enfin qu'on remonte quand on reprend la vitesse. Et ces volets qu'elle avait descendus pour atterrir ne se sont pas remontés. Donc les deux explications, c'est soit la faute de pilotage, elle n'a pas remonté ses volets, ce qui, de l'avis de mon père et de plusieurs de ses amis de l'époque, disait c'est impossible, c'est une faute de débutant. Et quand elle revient, il faut qu'elle sorte ses volets, qui semble-t-il n'étaient pas du même côté que l'autre avion, donc c'est-à-dire qu'elle va changer son manche de main. Peut-être que c'est tout ça. En tout cas, on ne saura jamais. Très certainement, il valait mieux pas voler. Ça a été terrible, ça a été un deuil épouvantable, et en dehors du deuil familial, qui a été très dur, il y avait tout le deuil, j'ai envie de dire presque national, le mot est fort, mais enfin il y avait l'émoi national, l'émoi de la population, et je pense que ça rajoutait encore à la difficulté du deuil. Au moment de son décès, elle était effectivement très connue et avait une personnalité attachante, et donc ça a été ressenti dans toute la France. Il y a eu des centaines d'articles de journaux pendant plusieurs semaines. C'était la première femme qui était reçue aux Invalides, qui avait cet honneur. Il y a une foule nombreuse qui est venue lui rendre hommage. Les membres du gouvernement étaient là. Et puis, bon, il y a eu la messe d'enterrement au cimetière de Yermenonville. Elle a la faculté à prendre sa place sans se poser de questions, à défendre le rôle des femmes avec Adrienne Bolland et puis Marie de Bastier. L'héritage, on a, je ne sais pas pourquoi, cette image d'elle qui regarde vers le ciel. Je pense que les humains cherchent leur destin dans le ciel. Elle a été fascinée par le ciel et on est bien nombreuses derrière à être fascinées aussi comme elle. Aujourd'hui, c'était mon dernier vol. Mon avion s'est écrasé, comme ceux de tant d'amis, comme celui de Jean Hubert. Mais le mien n'a pas pris feu.
J'ai eu une existence merveilleuse, et si voler n'était plus possible, je ne sais pas ce que je serais devenue. Hélène Boucher a battu 6 records mondiaux durant ses 3 ans de carrière. Elle fut la première femme à recevoir un hommage national aux Invalides. Le droit de vote sera accordé aux femmes 10 ans plus tard.